Salut, c'est John. Aujourd'hui, je vous présente un livre, Sens et avenir du travail, la 95e semaine sociale du mouvement ouvrier chrétien, collection politique. Alors, c'est un livre de 2017 et n'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo pour y trouver d'autres livres ou articles en rapport avec le sujet, ainsi que le PDF du livre. Bien à vous. Le travail et son management, une approche historique. Daniel Liart, le management qui s'impose en France depuis les années 1980 proclame une rupture totale avec la logique taylorienne de mise au travail. Cette rupture est censée répondre à la critique artistique, celle qui s'est formulée au cours de l'année 1968 autour du besoin de dignité, de liberté, de reconnaissance et du désir de se réaliser dans le travail. Comme l'indiquait le slogan, ne plus perdre sa vie à la gagner. Elle est aussi censée répondre aux transformations liées à la mondialisation et à la globalisation qui entraînent une concurrence plus vive en termes de qualité et activité, à la tertiarisation qui multiplie les situations de travail confrontées à davantage d'incertitudes et à la diffusion de nouvelles technologies de l'information qui accélère les rythmes. Pour toutes ces raisons, le management affirme désormais son intention de miser sur l'intelligence, l'intuition, les émotions, la capacité d'engagement, l'esprit d'initiative, le savoir-être des hommes et des femmes qu'il place au cœur des organisations. Mais si on affirme l'analyse, un grand décalage apparaît entre le discours et la réalité. Les enquêtes de terrain révèlent des éléments indubitables d'une continuité avec la logique taylorienne dissimulée sous des formes plus humanisées de mise au travail. Ces enquêtes mettent en question l'allégation d'une véritable révolution managériale. Dans le cadre du nouveau modèle de management, il est en réalité demandé à chaque salarié de se transformer en petit bureau des temps et des méthodes pour s'appliquer à lui-même la philosophie taylorienne d'économie des coûts et du temps en permanence. La continuité réside dans la constance du recours aux principes tayloriens. Ce sont les conditions de sa mise en œuvre qui diffèrent. Le salarié lui-même devient responsable de l'organisation de son travail. Celui-ci est désormais sous-traité, c'est à lui qu'il revient de veiller à faire l'usage de lui-même le plus efficace et le plus rentable du point de vue de sa direction, mais il doit assumer cette nouvelle responsabilité et user de sa nouvelle autonomie selon des critères d'efficacité et selon des méthodes, des procédures, protocoles, process, bonnes pratiques décidées en dehors de lui par des experts de grands cabinets internationaux. Les salariés ont ainsi à se mobiliser eux-mêmes dans les limites très étroitement définies par des outils modernes de gestion directement inspirés du taylorisme. Le Léon Production, le LAN Production, le LAN Management qui constitue à diminuer tous les effectifs, les budgets, les délais, les erreurs, les stocks, etc. Ce nouveau modèle, au principe ancien, repose ainsi sur une importante mobilisation subjective des salariés. Un nouveau type de salarié pour un modèle qui ne change pas vraiment. Pour obtenir que ces salariés acceptent de jouer ce jeu en toute loyauté dans les marches d'autonomie très cadrées qui leur sont concédées, le management français contemporain ne se contente pas de la communication écrite, ni de journaux d'entreprise ou de livres managériaux. Sa volonté d'arracher l'adhésion des salariés l'a conduit à déployer une série de dispositifs qui se succéderont dans les années 80, des démarches participatives développées à travers toutes sortes de cercles d'échange et de groupes ad hoc pour intégrer les salariés dans la culture consensuelle de l'entreprise.
dans les années 1990, des chartes éthiques, des règles de vie et des codes déontologiques édictés pour définir le salarié vertueux, celui qui a sa place dans l'entreprise, c'est-à-dire le salarié flexible, mobile, disponible, loyal envers sa hiérarchie, qui s'engage à fond, vise l'excellence et accepte de prendre des risques, de sortir de sa zone de confort, pour reprendre une expression managériale. À partir des années 2000, une sollicitation narcissique orchestrée par le management pour persuader les salariés qu'ils pourront découvrir qu'ils sont vraiment ce qu'ils désirent vraiment s'ils acceptent de relever les défis que leur lance leur hiérarchie, s'ils acceptent de se mesurer aux autres, de chercher de dépassement de soi. Ainsi, le management prétend faire grandir ses salariés. Selon une autre de ses expressions, cette offensive idéologique s'étaye sur un processus d'individualisation de la gestion des salariés et de l'organisation de leur travail, initié à partir du milieu des années 1970, notamment pour inverser un rapport de force devenu par trop défavorable aux yeux du patronat, tout en prétendant répondre aux aspirations profondes des salariés. Tranchant avec les politiques antérieures qui avaient conduit une gestion massive des salariés sur de mêmes bases, augmentation et progression à l'ancienne, à travail égal, salaire égal, etc. Ce processus introduit les pratiques de l'horaire variable, de la polyvalence, puis de l'individualisation des primes et même des salaires, pour culminer avec la personnalisation des objectifs et celle des évaluations des performances qui se concrétisent au cours des entretiens annuels entre chaque salarié et son N+1, son supérieur hiérarchique immédiat. Cette individualisation a largement contribué à déstabiliser, voire à éliminer dans certains cas les collectifs de travail, les collectifs informels, clandestins, absents des organismes, constitués de salariés travaillant côte à côte dans la durée et confrontés à de mêmes conditions de travail, de rémunération et de carrière, intervenant dans la gestion des difficultés de la complexité du travail autour de valeurs partagées et en lien avec le sentiment d'un destin commun dans l'entreprise, en mutualisant des connaissances, des pratiques propres à leur activité. Les collectifs de travail fonctionnent aussi comme soutien professionnel. Ils pratiquent couramment l'entraide, mais aussi affectif et psychique, car ils permettent de minimiser l'inquiétude face à l'inconnu. Ils contribuent ainsi à une certaine sérénité au travail en aidant les uns et les autres à faire face aux contraintes de diverses natures inscrites dans toute activité professionnelle, mais aussi surtout ces collectifs décryptent les pénibilités de la condition de travail en termes syndicaux et politiques, en termes de justice et d'injustice. Ils servent de base aux actions collectives de contestation et fondent un micro-contre-pouvoir dans l'atelier où le bureau susceptible d'arracher à la petite maîtrise des arrangements qui rendent la vie au travail moins difficile à supporter. Le management s'est focalisé sur une stratégie bien spécifique, une atomisation du corps social des entreprises, une individualisation systématique destinée à affaiblir les collectifs de travail, à instaurer une mise en concurrence systématique entre les salariés, une offensive idéologique pour tenter une métamorphose identitaire, et cela afin d'arracher leur consentement à se mobiliser eux-mêmes pour mettre en œuvre et rendre efficace une logique qui demeure fondamentalement taylorienne. Mais il ne suffit pas de s'en remettre uniquement aux efforts déployés pour opérer une métamorphose identitaire des salariés pour déterminer toute résistance collective possible. Il faut trouver les ressorts assurant que tous les salariés, quel que soit leur degré d'adhésion ou de résistance, soient hic ou nunc contraints de se mobiliser eux-mêmes pour travailler selon les méthodes et les critères voulus et ne puissent imposer leur point de vue professionnel sur la manière de s'y prendre.
Un déni de personnalité ou une stratégie qui rejoint celle qui prenait Taylor en son temps. Celui-ci avait bien compris que le savoir c'est du pouvoir et qu'il fallait transférer le savoir et donc le pouvoir des ateliers vers les bureaux de managers en déplaçant les métiers pour les transformer en une succession de modes opératoires imposés. La stratégie actuelle consiste à déposséder les salariés de leur professionnalité car celle-ci pourrait légitimer leur volonté d'imposer leur point de vue sur leur travail. Cette stratégie prend la forme d'une politique de changement permanent présentée comme une nécessité dans un monde où tout change tout le temps et comme la preuve de la capacité du management de faire face à la montée de l'incertitude. Le management restructure ainsi sans arrêt les départements et les services, recompose en rafale les métiers, externalise puis réinternalise sans cesse des fonctions renouvellées. Sans fin, les logiciels déménagent avec une forte fréquence. Les équipes instaurent une mobilité systématique, notamment dans la hiérarchie de proximité. Bref, procéder à des réaménagements intéressants qui transforment les structures et le fonctionnement des entreprises et qui bouleversent le contenu de l'environnement du travail. Les salariés voient tous leurs repères basculer et leurs connaissances et leur expérience devenir partiellement obsolètes. Ils subissent un processus de mise en incompétence. Cette stratégie du changement systématique produit de l'impuissance professionnelle car elle supprime le recul et l'expérience nécessaires pour asseoir une maîtrise sur le travail. Les salariés sont ravalés au rang d'apprentis permanents, ce qui est censé garantir leur subordination car un apprenti doit accepter de donner des gages pour se faire accepter. Il doit faire la preuve de sa bonne volonté et surtout ne pas entrer dans une logique de contestation s'il veut être pérennisé dans son emploi. L'expérience a validé lorsque tout change tout le temps, les salariés ne peuvent plus se sentir chez eux, dans leur travail, dans leur entreprise, entre eux avec leurs collègues. Il leur devient de plus en plus difficile de maîtriser leur environnement de travail et, plus grave encore, leur travail lui-même, c'est leur expérience qui est invalidée. Ce sont leurs compétences, leurs savoirs qui sont déstabilisés, tout ce qu'ils sont parvenus à construire pour domestiquer les contraintes et les difficultés de leur mission s'écroule régulièrement au rythme soutenu des réformes et des transformations. Leur environnement devient hostile, ils ont en permanence à s'adapter, à découvrir les modalités nécessaires pour maîtriser leur activité, savoir qui peut être une personne ressource, quelles relations peuvent être établi avec les différents services ou interlocuteurs ou trouver les informations pertinentes, comment se conformer dans une décision et ils ont à remonter les routines qui permettent de gagner du temps et de se consacrer ainsi plus efficacement aux incidents, aux imprévus, dans un contexte qui devient plus complexe et plus incertain. Avec cette politique de réforme systématique, les salariés sont bien en situation permanente de désapprentissage et de réapprentissage. On assiste à un paradoxe dérangeant qui veut qu'au moment où on en demande de plus en plus aux salariés, excellence, engagement, total et prise de risque face à un travail de plus en plus complexe, on les plonge artificiellement dans un état de fébrilité, on génère chez eux un sentiment d'appréhension, d'angoisse qui rend leur activité bien plus difficile et préoccupante. Le tour de force de cette stratégie, c'est de parvenir ainsi à transformer des salariés ayant un emploi non précaire, des fonctionnaires et des salariés qui bénéficient d'un contrat de durée indéterminée en travailleurs qui se vivent comme précaires parce qu'ils n'ont plus les moyens d'exercer leur professionnalité et qu'ils ne sont donc plus à l'abri d'erreurs qui pourraient avoir des conséquences désastreuses sur autrui ou justifier leur rétrogradation, voire leur licenciement. Les salariés subissent ainsi un processus de précarisation subjective car les modifications permanentes de leur travail comportent la réalisation de leur mission et l'atteinte des objectifs qu'on leur a fixés.
et cela dans un contexte où ils sont en permanence évalués par leurs supérieurs. On n'attend pas d'eux qu'ils fassent des propositions, qu'ils apportent des améliorations, qu'ils innovent, on attend d'eux qu'ils appliquent avec empressement, efficacité et dévouement les prescriptions, méthodes, process, protocoles, bonnes pratiques pensées pour eux et même contre eux, en dépit de leur professionnalité, en dépit de leurs compétences, en dépit de leur savoir, de leur expérience, de leurs valeurs professionnelles et citoyennes. On entend d'eux qu'ils les mettent en œuvre en fonction de critères de rentabilité définis unilatéralement de façon très précise par leur direction. La stratégie du changement permanent vise à précisément à créer les conditions qui inciteront les salariés à se rabattre sur ces dispositions comme on se raccroche à des bouées de sauvetage. À aucun moment il n'est prévu de se poser la question de leur pertinence. Or, ils sont loin d'être aussi neutres, objectifs et universels qu'on ne le présente. La chiffromanie, la quantophrénie destinée à valider les démarches modernes de management par l'objectivité que les chiffres sont censés véhiculer masque comme du temps de Taylor et de la science universelle et impartiale qu'il invoquait la volonté de contraindre et contrôler les comportements selon des orientations qui peuvent être très contestables. Bruno et Didier montrent par exemple dans leur livre sur le benchmarking qu'accepter les chiffres et les qualifications du management, c'est s'inscrire d'emblée dans une définition partisane de la qualité attendue du travail, de sa finalité et de son sens. Une définition partisane d'un management qui prétend pourtant œuvrer dans l'intérêt de tous. Dans ce contexte, la direction des ressources humaines a un rôle de plus en plus cible sur la mise en forme des salariés. Elles se sont focalisées autour d'une prise en charge de salariés en tant que personnes bien plus qu'en tant que professionnels. Elles se rebaptisent souvent désormais DRH du bonheur ou de la bienveillance avec des chefs happiness officers proposant des conseils diététiques, des pistes pour arrêter de fumer, des séances de massage ou de méditation, des conciergeries pour aider les salariés à gérer leur vie domestique, des crèches, etc. Le modèle managérial se fonde ainsi sur une volonté de créer les conditions pour que le salarié s'identifie à leur entreprise, approuve ses orientations, ses critères, ses méthodes de travail et l'envisage comme un lieu de vie. Tout est conçu dans l'entreprise pour que le salarié cherche à y satisfaire ses aspirations, des désirs, des fantasmes personnels. Les directions sont prêtes à déployer d'énormes efforts pour faciliter cette fusion des objectifs, cette confusion des engagements, des implications. Elles ne sont pas pour autant prêtes à accorder à la professionnalité de leurs salariés la place qu'elles pourraient légitimement avoir dans l'entreprise et qui pourrait pourtant déboucher utilement sur des remises en question inventives, créatives et innovantes des méthodes de travail. Car il faut bien comprendre que la précarisation subjective des salariés, la mise sous tutelle de leur intelligence, de leurs compétences, de leur métier, la mise en l'obsolescence de leur expérience verrouille l'activité productive, lui retire sa vitalité, sa force, tout en générant une véritable souffrance au travail qui rien ne justifie, sur laquelle la pseudo-humanisation orchestrée par le DRH n'a aucune prise. Tout cela ne tient que par l'absence de remise en cause de la cause archaïque de subordination inscrite au cœur de la logique salariale et qui joue le rôle d'une véritable camisole de force bridant les salariés. Le management moderne prétend rompre avec les valeurs d'un passé totalement dépassé et allège qu'il faut considérer les changements comme une vertu, qu'il faut de l'audace, mais loin de lui l'idée de mettre en question cette subordination. Elle est comme une évidence qui fait partie à jamais des règles du jeu du salarial. De leur côté, les syndicats ont tendance à considérer que remettre en cause la subordination
pourrait être perçue comme une légitimation des processus d'ubérisation qui se développent aux marges du salariat, que la subordination serait en quelque sorte la contrepartie des droits sociaux arrachés de la haute lutte, le prix à payer pour en bénéficier. Ne serait-il pas temps de déconstruire de telles naturalisations, d'introduire cette question de subordination dans le débat public et sur le salariat et le travail? Qu'est-ce que le MOC? Le mouvement ouvrier chrétien est un mouvement social ouvert et pluraliste qui développe un projet politique de solidarité et d'égalité. Voilà la fin de l'introduction. Si vous souhaitez continuer sur le livre, n'hésitez pas à regarder dans la description, vous y trouverez le lien vers le livre complet ainsi que d'autres articles en rapport avec le sujet. Bien à vous, n'hésitez pas à vous abonner. Un grand merci.